Alors bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Le Choix du Chef. Cette semaine, on vient au restaurant Olivia à Vaudreuil et on déguste l'excellente cuisine du chef William et l'accueil chaleureux de Jonathan Auger. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Le Choix du Chef. Cette semaine, on est à Vaudreuil au restaurant Olivia et on rencontre Jonathan Auger qui est le propriétaire ici. Alors bonjour Jonathan. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, très bien. Premièrement, merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. C'est un très bel endroit. Quand on est rentré, on est très bien accueillis par un vaste cave à vin cellier. On a aussi un beau comptoir à dessert. Alors, je vois premièrement que la place est chic. Merci. C'est un bel endroit. C'est très propre, très invitant, très chaleureux. Je vois qu'il y a un côté moderne. C'est-tu quelque chose qui te reflète un petit peu le décor ici? En fait, il y a 2 ans, on a été victime d'un gros sinistre au restaurant. Oh. On a eu une grosse inondation. Fait que dès cet événement-là, on a décidé de tout moderniser le restaurant. Donc, on a fait des travaux majeurs, on a déplacé des salles de bain, on a déplacé des pièces pour en venir à un endroit où on pouvait accueillir une cave à vin qui contient 300 choix différents et qui peut accueillir jusqu'à plus ou moins 800 à 1000 bouteilles. Les bouteilles sont toutes climatisées, sont toutes storées à une température avec un humidex contrôlé par un gros système. Je pense que ça fait un plus dans la région parce que c'est pas tous les restaurants qui sont équipés d'un système qui peuvent accueillir des produits comme qu'on a présentement. Fait que je pense que c'est pas mal un gros plus qu'on a pour le restaurant. Et côté moderne, mais c'est sûr que le décor en tant que tel, avec notre espace lounge, notre espace bistrot, nous démarque un petit peu parce que c'est pas des choses qu'on va retrouver nécessairement en région. Non, parce que tu as quand même des plafonds hauts. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Ça respire. Il n'y a pas personne qui est collé sur son voisin. C'est vraiment très agréable. Le côté vin, j'imagine, ça, c'est ta passion à toi. Le côté vin, c'est ma passion qui s'est développée. Quand j'ai rentré dans le domaine de la restauration il y a quelques années, j'étais un amateur. Et puis, avec le temps, à force de rencontrer les représentants, je me suis mis à suivre des cours et j'ai découvert vraiment des belles choses à m'affilier avec certains produits et à certains vins. Donc, c'est maintenant moi qui s'occupe, c'est sûr, de toute la gestion de la cave à vin. C'est sûr que une gestion comme celle-ci, c'est beaucoup de travail parce que on est toujours à renouveler notre inventaire parce qu'on travaille beaucoup l'importation privée présentement. Ouais, c'est pas mal notre créneau. Fait que souvent, l'importation privée, ça crée des variétés. Fait que quand souvent mes clients viennent manger ici, c'est très rare qu'ils vont avoir 2 fois la même bouteille sur leur table parce que 50 de mes produits ne sont pas sur ma carte des vins. Ah, OK. Fait que c'est vraiment des suggestions du sommelier qui va se présenter à la table. C'est toi qui fais le... En fait, j'ai pas le titre sommelier parce que le titre sommelier, c'est un diplôme puis c'est des études qu'il faut aller chercher. Mais j'ai une très belle connaissance sur le côté. Tu es un bon conseiller quand même. Oui, exactement. Oui, je me débrouille très bien. On dit un sommelier, c'est un titre, mais l'expérience ne va pas nécessairement... Oui, exactement. Côté salle à manger, on a combien d'espace? Vois-tu, le restaurant est divisé en plusieurs sections. On a la section salle à manger qui est ici où on se trouve présentement. La section salle à manger va avoir 90 places. Okay? On a la section bar qui est juste en arrière de nous. La section bar va avoir 20 à 25 places, tout dépendamment si c'est des groupes qu'on accueille ou si c'est des tables séparées. On a aussi une petite section en arrière. C'est une section qui est toute fermée, qui est notre salle privée. Okay. Cette salle-là est beaucoup utilisée pour tout ce qui est conférences, rencontres, fêtes d'amis, party Noël, formation. Durant la semaine, je vais dire que c'est pas mal cette pièce-là qui est le plus occupée pour qu'est-ce qui est des conférences pharmaceutiques, des conférences de bureau, où ce que les gens peuvent louer ma salle. Elle est déjà équipée côté multimédia. Donc, tout ce qui est projecteur, son, et c'est fermé. Donc, les gens en salle à manger n'entendent pas ce qui se passe. Et bien sûr, les gens vont en profiter pour soit déjeuner, dîner et souper directement au restaurant. Fait qu'ils n'ont pas besoin de sortir du bureau ou de la salle où ils sont parce qu'ils peuvent tout faire directement ici. Et puis, on a la section à l'extérieur, qui est la terrasse. La terrasse peut contenir jusqu'à 85 places l'été.
C'est sûr que cette année, au début de l'été, c'était un petit peu plus rough parce qu'on n'a pas eu une super de belle été. Vers la fin de l'été, par contre, c'était plus agréable. Oui, exactement. Ça a bien terminé. Ouais. Écoute, ça fait beaucoup de place. C'est quand même un gros établissement. On a combien de personnel en cuisine pour gérer tout ça? Souvent, durant les vendredis, samedis, quand c'est les temps les plus occupés, on peut tourner jusqu'à, je dirais, 7 employés en cuisine et je dirais une quinzaine d'employés en avant. C'est vraiment une grosse business. C'est une grosse établissement. Quand ça fonctionne, ça fonctionne. Oui, ça doit fonctionner pas mal. Exactement. Un petit peu de cerne en dessous des yeux le dimanche matin. Là, vous faites les dîners soupers dans la semaine? On fait les dîners soupers dans la semaine et la fin de semaine, on est ouvert à partir de 17h. Fait que les samedis, dimanches, seulement à partir de 17h le soir. OK. Et puis, ben la semaine, on ouvre à partir de 11h30 et on ne ferme pas durant la journée. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui va être disponible pour accueillir les gens, peu importe l'heure, exactement, peu importe l'heure à partir de 11h30. OK. Est-ce qu'on passe en cuisine rencontrer William? Oui, on peut aller faire un tour rencontrer William et puis il va pouvoir prendre le temps de nous préparer quelques repas. Excellent. Bonjour, aujourd'hui je suis au vignoble Château-Fontaine de Saint-Hyacinthe. On est donc à la limite, à l'extrême est de la limite de la Montérégie. Je suis avec M. Kevin Pelletier, directeur du vignoble, et qui va nous entretenir un peu sur l'historique. Bonjour M. Pelletier. Bonjour M. Donc le vignoble est relativement nouveau ici. C'était créé en quelle année? En fait, le vignoble Château-Fontaine a été fondé en 2001. Et puis, les premières bouteilles ont sorti en 2006 seulement. OK. Laisser un peu de maturité aux vignes. OK, pour permettre aux vignes, justement, de donner des raisins d'une plus grande qualité. Exactement. D'accord. Et puis, là, on est à Saint-Hyacinthe, ici. On est vraiment à l'extrême est de la Montérégie. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle on a planté un vignoble ici? Bien, en fait, mon patron, M. Jean Fontaine, qui est le propriétaire du vignoble, a vraiment une grosse passion pour les vins. D'accord. Il a parcouru le monde entier et, dû au fait qu'il adore les vins, a voulu partager sa passion avec le plus de gens possible. D'accord. En implantant directement les vignes sur son domaine. OK. Puis plus tard, ici, le bâtiment du vignoble. OK. Donc, c'est relatif. Le bâtiment est-il aussi vieux que le vignoble, sur 2001? Non, bien en fait, le vignoble 2001, le bâtiment, on parle de 2008. OK. Puis entre les deux, à partir de 2006, on avait aménagé une salle spéciale au domaine de M. Fontaine pour l'élaboration des vins. D'accord, pour le chef, finalement. Exactement. D'accord. Et puis maintenant, le vignoble compte environ combien de pieds de vigne? Sur papier, on parle de 18 340 pieds de vigne. D'accord. Sur papier, ça veut dire? Ça veut dire qu'on en a 18 340, mais on a un taux de production qui est autour de 90 OK, de ce 18 000. Exactement. D'accord. Et puis, en termes de production, en termes de bouteilles produites annuellement, ça peut représenter combien environ? On tourne autour des 20 000 bouteilles. 20 000 bouteilles. Oui. Parfait. Et puis, est-ce qu'on a des projets d'expansion prochainement ou au cours des prochaines années? Pour le moment, non. Ce qu'on veut, c'est aller chercher le plus de gens possible, les amener ici au vignoble pour notre prochain gros projet, c'est ça, c'est d'amener les gens ici plus que de créer des nouveaux produits. D'accord. Mais on veut créer des nouveaux produits. OK. C'est vers ça qu'on se dirige, D'accord. plus que d'expansion de vignoble en tant que tel. Parfait. Et puis actuellement, vous produisez combien de types de vins différents? On a 7 produits. 7 produits. Nouvellement, le dernier. Donc, le tout dernier rosé, je crois. Exactement, la rosée qui va être prochainement disponible. Donc, en termes de produits, on parlait de 7 produits au total. Exactement. Sauf erreur, vous avez un blanc, 2 rouges, et le tout nouveau, un rosé. Exactement. Mais aussi, en termes, vous avez un fortifié. Fortifié blanc, fortifié rouge de type Porto. OK. Et puis, vous avez un sous-zéro qu'on va parler un petit peu plus tard. Exactement. Un vin liquoreux. Un vin liquoreux. Avec une méthode de fabrication particulière. Exactement. Donc, on va voir ça, on pourra en discuter. Et pour vous nous parler un petit peu de l'élaboration du rosé, que votre petit bébé. Notre petit bébé, comme on dit, la rosée, on y a été vraiment avec... on n'y a pas été par macération pelliculaire. Non. On y a été par assemblage de blanc et de rouge. Ah, OK. Et puis ça, est-ce qu'il y a une réglementation là-dessus au Québec à ce sujet-là? Honnêtement, je pourrais pas vous dire la réponse, mais je
je peux toujours m'informer puis vous contacter pour ça. Mais honnêtement, nous, on a été vraiment... Par cette méthode-là. Par cette méthode-là, par alliance. Par alliance de blanc, de votre Justino blanc et de votre Justino rouge? Bien, en fait, ce qu'on a simplement... fait, c'est vraiment un assemblage qui est typique. Donc, on y va avec Frontenac gris, on y va avec du Vidal, et pour la teinte rosée, avec 10 de Frontenac rouge. Ah, OK, qui va amener le côté rosé ouais, de ce... Ah, d'accord, parfait. Bon, bien, très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Donc, on est rendu, M. Pelletier, au moment intéressant de nos capsules, c'est-à-dire la dégustation. Et qu'on va déguster sans plus tarder avec une dégustation du Justino rouge, je crois bien. Effectivement, le Parfait. Justino rouge. Quel est l'assemblage de ce vin-là? On va parler des cépages Frontenac rouge et Sabrevois. OK. Et en quelle proportion ils sont assemblés? On va parler de 70-30 pour ce qui est de l'assemblage du Justino rouge. 70 de Frontenac rouge, donc, et puis nécessairement 30 du Sabrevois. Parfait. Et puis, on voit quand même une couleur rouge assez profonde, une belle extraction qui a été faite de vos... Et ici, on déguste le millésime? Le 2011. Le 2011, d'accord. Donc, au nez, on a beaucoup de fruits noirs. Oui. Et puis, vraiment intéressant, peut-être une petite côté de minéralité aussi agréable au nez. Il en bouche maintenant. Ce que j'aime, c'est que on a une acidité fraîche, mais pas trop présente, qui balance bien les tanins qui sont en bouche. Ça nous donne donc une belle une bouche qui est souple. Et puis accompagnée d'un steak barbecue, parce que ça serait vraiment quelque chose d'agréable, à mon sens. Effectivement. Vous en pensez? Vous êtes d'accord avec ça? Bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Leduc. C'est très, très bon, rafraîchissant. Puis, savez-vous même que même l'été, on peut le prendre comme un rafraîchissement avant le repas? Ça pourrait, effectivement, parce que la présence de son acidité est quand même... je dirais pas que c'est une acidité vive, mais une acidité fraîche, mais qui fait effectivement du bien. Oui, ça rafraîchit. Ça titre seulement quand même à 12 d'alcool. Donc, c'est pas trop... même si le soleil tape fort sur la tête, c'est correct. Effectivement. Et le deuxième vin que je vous propose de déguster, c'est le Confesseur, je m'excuse, la cuvée du Confesseur. Quelle est l'origine de ce nom-là? L'origine, tout simplement, vient de la paroisse Sainte-Hyacinthe le Confesseur. Mon patron a voulu garder le nom Confesseur, puis de le donner à un de ses vins, tout simplement pour que les gens de la région puissent s'identifier à un produit qui est local. Les gens de Saint-Hyacinthe Confesseur. D'accord. Qui est comme en banlieue, si on veut, de Saint-Hyacinthe centre-ville. Exactement. Parfait. Donc, encore ici, quel est l'assemblage de ce vin? On va parler ici, encore une fois, du Frontenac rouge et Sabrevois à proportion pratiquement inversée pour aller chercher un petit côté un peu plus toasté, comme on dit. OK. Donc, au nez, encore là, les fruits rouges et noirs sont bien présents. Encore là, peut-être une petite pointe de minéralité, quelque chose un petit peu viandeux, à mon sens. Ça, c'est intéressant. Effectivement, en bouche, on a un peu plus de poigne, un peu plus de présence. On va aller chercher un petit côté poivré épicé. Effectivement, de ce côté-là, ressort bien. Encore ici, avec du bœuf, ce serait sûrement quelque chose de très intéressant. Viande sauvage même, peut-être plus. Oui, effectivement, plus qu'avec le Justino rouge. Oh, oui, tout à fait. Le Justino rouge avec le bœuf, ça irait très bien, mais ici, on peut aller à une gradation un petit peu plus haute. Oui, des viandes goûteuses. Des viandes goûteuses, effectivement. Alors, on est maintenant en cuisine au restaurant chez Olivia avec le chef William Brassard. Alors, William, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire deux plats. On va faire une ballotine de volaille avec servi sur une polenta crémeuse. Et on va faire un doré de lac avec une sauce meunière. Donc, on y va à l'ancienne, mais on l'a un peu revampé avec clémentine. Donc, on sert nos plats midi. Les classiques réinventés. Exactement. Parfait.
Pendant ce temps-là, la deuxième assiette qu'on va faire, ça va être un doré de lac avec la sauce meunière. Le doré, il y a toujours la peau après, mais on a gratté les écailles d'habitude. Effectivement, Ça arrive déjà fait. Ça reste pris des dents pas mal. En fait, on veut vraiment avoir la peau la plus croustillante qu'on peut. Notre poisson ici, à mi-cuisson, je la mets au four. OK. Donc, je fais Tu vraiment saisis pas l'autre côté, tu laisses. une cuisson unilatérale. Donc, je suis Unilatérale. d'avoir le maximum de croustillant sur ma peau. Je vais faire la petite poêlée de légumes. OK. Faire pour les 2 assiettes. Pour le coup de cœur de Serge, j'ai choisi le Justino Blanc. Pourriez-vous, M. Pelletier, nous en glisser quelques mots? Avec plaisir. Écoutez, M. Leduc, le Justino Blanc, un bon vin blanc rafraîchissant, ça fait vraiment du bien l'été. Une terrasse chaude, on veut prendre un bon vin avant un repas. D'accord. Le Justino Blanc va très bien faire l'affaire. Donc, le Justino Blanc, on va parler d'un assemblage du Frontenac gris à 70 OK. et du Vidal. On va D'accord. aller chercher un petit côté floral. D'accord. On parle de 30 de 30 Vidal. OK, donc 30 On peut voir que c'est un beau jaune doré. Oui. Puis il fait très beau dans la bouteille aussi, soit dit en passant. Merci beaucoup. On a un nez qui est très intéressant. Et je l'ai analysé rapidement, mais j'avais surtout le goût de le boire, le connaissant déjà. Mais effectivement, on a un côté floral au nez, un petit côté fruit à chair blanche comme la pêche, la poire, une pomme un petit peu golden. Vraiment quelque chose d'intéressant à mon sens. Et puis en bouche, une belle acidité, comme vous avez mentionné, rafraîchissante, mais pas plus. Et juste un beau corps, un petit peu de gras en bouche aussi. Ce qui fait que le vin, on dit il est bien fait. On peut vraiment dire que c'est vraiment très bien fait. L'assemblage est réussi. Absolument. On va aller chercher un accord mets et vin qui est tout à fait exceptionnel. On va aller chercher comme le fromage de chèvre. Oui. On va parler des sautés de crevettes, poissons, fruits de mer, ce type de viande. On pourrait aussi aller chercher, à mon sens, un saumon avec une petite sauce crémeuse, compte tenu du gras qui se marierait bien avec cette sauce-là. Oui. On aurait un très bel accord, à mon sens. Tout à fait. Et puis, personnellement, c'est vraiment, je m'en suis servi tout récemment lors de l'une de mes dégustations. Et ce vin-là a vraiment a été très populaire. Donc, c'est vraiment un très beau produit. Je suis enchanté
d'entendre ça. Oui, bon, mais tant mieux. Tant mieux. C'est vraiment un beau produit que j'aime bien. Puis je suis très fier de présenter votre produit lors de mes dégustations. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis bien content. Santé. Santé. C'est le moment crucial de l'émission, vous le savez, c'est mon moment le plus difficile. Fait que je veux juste récapituler. C'est dur d'essayer de goûter les assiettes. C'est une grosse job. Oui, c'est une grosse job. Je veux juste être certain. On va juste récapituler ensemble parce qu'il y a tellement d'éléments dans l'assiette. Alors, on a le filet de doré. Oui. On s'est fait une petite sauce, on peut dire vierge, avec clémentine, amande rôtie, C'est ça. capre, Persil. persil, huile d'olive, jus de citron. On a mis le jus de citron là-dedans? En fait, j'ai le jus de la clémentine. Le jus de la clémentine, c'est assez. On a l'acidité qui n'est pas là. Purée de panais. Oui. Ou polenta, ça veut dire. Non, ça Non, c'est purée de panais. écoute, je ne vais pas mélanger. Puis on a nos petits légumes poêlés avec une branche de thym à l'ail. Fait que je vais être obligé de... Là, tu me dis s'il y a une façon de le manger, là, que... Non, c'est moi, tu mélanges tout. Moi, je suis du genre à tout le temps faire Une bouchée une parfaite. bouchée avec parfaite pour tous les chats. Je me suis trouvé un âme sœur dans la cuisine. Ici. Fait que je vais essayer de mettre ça un petit peu... Tu me diras qu'est-ce que t'en penses. C'est un peu plus touché. Je peux te dire tout de suite que j'en pense, ça va être délicieux. Je suis content de voir. Puis moi, je suis comme Obélix, hein. Je suis tombé dans le doré quand j'étais jeune. Mon père était pêcheur, fait que... Ah, OK. J'ai été élevé au doré, ici. Au doré À la perche. dans Du la lac farine, Saint-Louis. dans la farine, c'est à poil, là. Oui, exactement. Hein? Fait que là, tu vois que ça va être une étape, une coche au-dessus. Là, j'aime ça. Là, on me chicane toujours. Si tu te mets des bouchées, t'as l'air d'un estique d'ogre. Alors, j'y vais. C'est bon. Non, c'est pas bon, c'est délicieux. Bon, ben, je suis content que t'aimes ça. Puis la peau du doré, là, Bien crispy. une chips. Ça fait une super belle texture, là. Ah non, écoute. Content de ça. Puis ta purée, ça goûte la bonne affaire, c'est correct. Ouais. C'est ça que tu voulais que ça goûte. Ouais. Les légumes sont cuits. Ils sont encore croquants. Ils s'écrasent pas avec la langue. Là. Ouais. Faut que tu mordes dedans. Ta purée, là. Ouais, c'est bon. Ben écoute, puis t'as rien mis de sucre là-dedans, là. Zéro. C'est vraiment naturel. C'est vraiment naturel. Fait que pas trop d'eau, évaporation, Exactement. concentration de la saveur qui sort du légume. On fait juste pulser, après ça, on rajoute beurre et c'est tout. Essayons la balatine. Oui, la balatine. Là, on a une balatine, sont toujours la cuisse, complètement désossée, farcie avec du foie, du porc. Oui, exactement. C'est roulé, cuit sous vide à 62 degrés pendant quoi, 45 minutes? Ça me prend 45 minutes à peu près. Ouais. OK. Après ça, je refroidis en glace, puis je fais juste réchauffer pour aller à Tu la... refroidis sa glace Ouais, tout de suite pour tout de couper la suite. cuisson. direct. Exactement. Tous Après- les jus restent en dedans parce que c'est sous vide, ça peut pas sortir. Exactement. Fait que quand ça refige, la gélatine fige à Ah, travers oui. les fibres de la viande. Quand tu le réchauffes, ça libère encore ce jus-là. Fait que c'est... Tout est là, il y a encore du jus, on le voit ici, c'est quand même très juteux. Ah ouais, non, Le écoute, jus sort. C'est super. Fait que là, on mange ça. Là. Bouchée Petite parfaite bouchée encore. parfaite. OK, on essaie de ramasser un petit peu d'endive pour aller chercher l'amertume. C'est quand même bien. Quand même. Parce que C'est rare que je mange mes assiettes, fait que Ben ça, je te comprends. Tu sais, on est comme tanné à un moment donné. Là. cordonnier mal chaussé, là. je On suis est quand même tanné de pas manger du filet mignon, là, puis... Les queues d'au mort, puis Écoute, tout, là. Foie je gras, vais- on n'en peut plus. c'est écœuré. On va essayer de ramasser juste les petits légumes, voir qu'est-ce que ça dit que ta polenta crémeuse. Écoute, j'aime ça, les contrastes de chaud-froid là, que ça fait. Là. Ouais. C'est une belle mode qui est en cuisine. Là. On a toujours le craquant du légume cru. Ça vient complémenter, moi, je trouve. Hein. En fait, c'est plate manger un légume qui est en purée dans la bouche. Ça n'a plus de goût, ça n'a plus de corps. Tu sais, en fait, c'est d'avoir tout le temps. Tu sais, on regarde les légumes verts, tu vas avoir ta chlorophylle encore. Tu veux pas que ton légume soit rendu brun, Non, soit dégueu, là. exactement. Puis le kale, c'est c'est un petit légume qui est bien en mode. Moi, j'en ai des mini en ce moment au restaurant. J'ai un producteur dans mon coin, je suis chanceux. OK. Fait que j'ai du mini kale. Fait que ça goûte Ça va être le un fun. petit peu de chou de Bruxelles, mais Ouais. très délicat. Ça se poêle bien en plus, Oui, c'est ça se très poêle vite. bien. Puis tu le mets au four, ça devient croustillant comme Une chip, finalement. c'est Il y en ça. a qui mangent ça en chip, hein? Il y en a qui font des Ouais, belles ouais. chips au four, puis mangent ça au lieu des bols de Tostitos, là. Plus végé. Fait que Bien mangé? excellent, Jonathan. Là, franchement, là, vous avez un bon chef. Oui, on est Je ne conseille vraiment pas de le changer. Ah, je sais pas pour le service, je ne l'ai pas encore connu. Mais déjà, quand on rentre, je te l'ai dit tantôt, l'ambiance est inspirante. C'est beau, c'est accueillant, c'est propre. Puis la bouffe est numéro 1. Fait que
C'est le fun parce que j'ai pas la chance souvent de manger dans mon propre restaurant. Non, Souvent, quand on non. travaille, Toi, tu manges sur le coire oui, du c'est beurre, exactement. le restant là, qui reste. Là. Mais on a des très bons commentaires de nos clients. Fait que je vous invite à venir nous essayer. Si vous voulez avoir plus de détails, allez visiter notre site internet au www.restaurantolivia.ca. Pour cette dernière capsule, M. Pelletier, j'aimerais ça que vous me parliez d'un produit un peu, on a discuté un petit peu brièvement tantôt, votre Sous-Zéro, qui est un produit un peu spécial, un vin liquoreux qu'on ne peut pas appeler vin de glace, qu'on ne peut pas appeler vendange tardive. Pour nous expliquer le pourquoi de la chose. Le pourquoi de la chose, c'est simple, Serge. C'est que pour un vin qui a une méthode de fabrication qui est différente, on va avoir une dénomination qui est différente. D'accord. Comme tu l'as mentionné, on ne peut pas l'appeler vin de glace ni vin de vendange tardive. Tout simplement parce que c'est une question de loi, comme on ne peut pas appeler un vin mousseux un champagne. Un champagne qui est vin mousseux, effectivement. Exactement. Donc, nous, on y va vraiment avec le vin liquoreux qui a été une dénomination qui a été acceptée par la régie. Là. OK. Et comment, d'abord, c'est à base de quel cépage? 100% Frontenac. Donc, toutes des raisins cultivés ici chez vous. Oui. Et puis, donc, on presse le raisin parce qu'on a un peu de sucre résiduel en bouche avec ce vin. Effectivement, ben, on a beaucoup de vin, on a beaucoup de sucre résiduel, pardon. Et puis, on va prendre le raisin du moment de la vendange, on va le presser. OK. Puis, on va mettre au congélateur le jus. Là, Résultant de la presse. Exactement. Et puis là, on va le laisser au congélateur combien de temps à ce moment-là? Bien, moi, je le laisse plusieurs semaines parce que laisser le temps des vendanges passer. OK. Puis, quand mes vins sont un peu plus stabilisés, quand il y a un peu moins d'activité dans le chef d'application, je vais sortir la cuve pour faire la transformation. Et là, on fait quoi à partir de là? On sait que notre raisin, bien, c'est-à-dire le raisin est pressé, ça donne du jus, on l'envoie au congélateur quelques semaines, il est donc congelé. Oui, effectivement. En partie, en fait, parce qu'on le sait qu'il va y avoir, par concentration par le froid, le Sous-Zéro, qui est le nom commercial, est vraiment fabriqué, comme je disais, avec le jus qui est gelé. Ce qu'on fait, c'est qu'on sort la cuve, on va la laisser réchauffer un peu quelques jours. Okay. On parle de 2-3 jours. Il y a eu une séparation entre l'eau qui est présente naturellement dans le jus de raisin et le côté très sucré, voire même une texture très épaisse, mielleuse, va s'amasser au fond, avec un gros cerceau de glace juste au-dessus. OK. Puis, donc, avec le réchauffement, la glace demeure quand même relativement gelée et c'est l'écoulement du sirop, si on veut, du sirop de jus de raisin qui va être extrait. Puis par la suite, on fait quoi? Ensuite, c'est qu'on va laisser l'eau qui est présente naturellement dans le jus. On va le laisser écouler pour aller chercher la bonne densité pour lancer la fermentation parce qu'on sait qu'on va avoir des levures lyophilisées. On va donner vie à ça, des levures qui sont spéciales au type de vin qui sont plus sucrés. OK. Et donc là, par la suite, avec ce jus-là, on va faire la fermentation, donc la transformation du sucre en alcool. Mais comment on procède pour l'arrêter? Est-ce que vous l'arrêtez avec le froid ou les levures ont trop travaillé, ils meurent de fatigue et puis le sucre résiduel va être le sucre qu'on va percevoir en bouche? En partie, oui. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est tellement sucré. Là, je vous parle de sucre résiduel, on va se le dire, on parle d'autour de 160 grammes de sucre résiduel. OK, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est très, très, très liquoreux. Mais ce qu'on fait, c'est que oui, par la force des choses, c'est tellement sucré que oui, les levures finissent par mourir d'épuisement. Mourir d'épuisement, effectivement. Tout simplement. Et ce qui va nous amener ce vin-là, à quel pourcentage d'alcool? On va aller chercher un 12 d'alcool. Un 12 d'alcool, ce qui est quand même intéressant. Oui, oui. Et puis, bon, en bouche, évidemment, c'est quelque chose qui est liquoreux, on vient de le dire, donc on pourrait accompagner du foie gras, des fromages assez corsés, comme un vieux cheddar ou un bleu à la rigueur. Tarte au citron peut être intéressant aussi. Intéressant aussi. Bon, bien, parfait. Merci infiniment de ce volet technique, M. Pelletier. Merci à vous. Alors, c'était notre rendez-vous pour cette semaine. On remercie Jonathan Auger pour son accueil et le chef William Brassard pour son excellente cuisine. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre rendez-vous.